What's going on, guys? I'm Abby Martin, and this is Breaking the Set. So, sadly, these NSA leaks just keep getting more depressing. Edward Snowden's latest installment reveals that the U.S. shares Americans' raw data with its most trustworthy friend and ally. You guessed it, Israel. Yes, thanks to a memo just published by journalist Glenn Greenwald, we now know that the U.S. government gives unfiltered communications, transcripts, and metadata to Israel. And although the document says that the data cannot be used to deliberately target Americans, absolutely no legal binding enforcement is placed on the use of the data. In other words, nobody is enforcing our right to privacy. But wait, it gets worse. Not only does Israel hold on to information about Americans up to a full year, but this memo is from 2009, which means for the past 5 years, all of this information has just been kicking it in an Israeli database. Great. So now I don't just have to worry about my own government spying on me. Thanks. So remember, guys, next time you tweet, send an email, or text, make sure to give a shout out to our friends in Israel. And if you're sick of details from our private lives being stored in servers and networks around the world, then join me. It's time to break the set. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 septembre 2013 et bienvenue pour ce 40e numéro. On va passer au sommaire de ce numéro parce que il y a beaucoup de sujets à traiter. On va parler bien sûr des infos internationales et on va revenir sur la Syrie. On va parler bien sûr de la mise sous contrôle des armes chimiques de Bachar el-Assad. Ça a été poussé par la Russie et les États-Unis sont presque prêt à accepter, les Français non, pas du tout. On va parler du témoignage de Pierre Piccinine, l'enseignant belge qui a été retenu 5 mois en Syrie par les rebelles et qui est revenu en Belgique et qui a témoigné en disant bien sûr que l'attaque du 21 août, ce n'est pas Bachar el-Assad, mais ce sont les rebelles qui ont fait le coup. On va parler de la France qui a été espionnée par la NSA, le ministère des Affaires étrangères espionné par la NSA. On va parler d'économie. On va faire un tour d'Europe. On va faire un tour d'Europe avec la Chypre, l'Espagne, le Portugal, la France. On va parler aussi des États-Unis où tout montre que l'économie est en train de s'écrouler. Et enfin, on va parler de santé-environnement. On va parler du nucléaire notamment. Donc voilà, un numéro complet. Attachez vos ceintures, on y va. On attaque les infos internationales et on va attaquer avec la Syrie comme promis. On va casser un petit peu la propagande américaine à propos de cette attaque au gaz du 21 août dernier. La propagande américaine qui était basée essentiellement sur des photos et des vidéos qui montraient des enfants morts, apparemment gazés par Bachar el-Assad et ses militaires. Or, il s'avère qu'en fait, ces enfants, on a appris que ces enfants avaient été enlevés et tués par les rebelles syriens. Donc voilà, le mensonge de Barack Obama qui lui retombe dessus. Et ceci a été confirmé par une information de l'ONU, apparemment, selon les Russes, qui aurait admis que certaines vidéos et photos qui montrent les attaques au gaz de la part de Bachar el-Assad seraient en fait fausses. Donc voilà 2 informations qui cassent un petit peu cette propagande horrible des Américains. On a également une information qui va contre le sens des Américains, des Israéliens et des Français. Cette information, c'est une information allemande qui a été révélée par le journal allemand Bild, le journal national du dimanche, et qui dit que un des chefs de renseignement extérieur allemand, Gerhard Schindler, a dit la semaine dernière à un groupe restreint de députés allemands que les communications interceptées avaient convaincu les responsables du renseignement allemand qu'Assad n'a pas ordonné ou approuvé ce qu'on croit être une attaque au gaz sarin le 21 août et qui a tué des centaines de personnes dans la banlieue de Damas. Donc voilà 3 informations qui vont dans le sens inverse de ce que disent les Américains et les Français. Et on a une 4e information, c'est Pierre Piccinine. Vous savez, c'est l'enseignant belge qui a été enlevé par les rebelles il y a 5 mois en Syrie et qui a passé 5 mois en prison là-bas.
et qui est revenu, qui s'est libéré ou qui a été libéré et qui est revenu en Belgique et qui a témoigné. Alors, je cite Pierre Piccinini quand même, parce que c'est intéressant. Selon lui, je cite, c'est un devoir moral de le dire. Ce n'est pas le gouvernement de Bachar al-Assad qui a utilisé le gaz sarin ou autre gaz de combat dans la banlieue de Damas. Nous en sommes certains, suite à une conversation que nous avons surprise. Même s'il m'en coûte de le dire parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre dans sa juste lutte pour la démocratie. Et il ajoute, il serait suicidaire pour l'Occident de soutenir les rebelles. Voilà, donc 2 témoignages qu'il a faits à la télévision belge et qui sont à voir sur Internet. Je vous donne les liens, bien sûr. Donc voilà, tout ce qui va à l'encontre de la propagande américaine et la propagande française. Alors, on se dit, ok, ça va se calmer. Alors, les Américains et les Français, du coup, ils sont tout seuls dans leur coin. Mais non, ça continue, la propagande continue. Alors, notamment la propagande française, assez horrible, déjà de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Lui qui est allé à l'ONU et qui a voulu déposer un projet de résolution qui condamne l'attaque chimique du 21 août et appelle à condamner ses auteurs devant la Cour pénale internationale. Donc il continue sa propagande, continue sa rhétorique, malgré le fait qu'il y a tout contre lui, mais bon. Donc évidemment, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a dit que c'était totalement inadmissible. On apprend également que Bachar el-Assad a accepté de mettre ses armes chimiques sous contrôle de la communauté internationale. Alors ceci, je pense, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça chauffe pour lui et que quand on a les États-Unis et Israël et la France qui veulent vous tomber dessus, on y réfléchit quand même un petit peu. Et la deuxième raison, c'est aussi ce false flag attack qui était en cours apparemment, si on en croit Russia Today. Donc le false flag attack, selon la chaîne russe, Russia Today, donc les rebelles en Syrie s'apprêtent à lancer des attaques à l'arme chimique sur Israël depuis des territoires contrôlés par le gouvernement syrien. Ceci bien sûr dans le but de provoquer et d'accuser l'administration de Bachar el-Assad. Donc voilà, il a accepté de mettre ses armes chimiques sous contrôle de la communauté internationale. Entre parenthèses, Bachar el-Assad n'a jamais dit qu'il n'avait pas d'armes chimiques. Il ne l'a jamais dit, il n'a jamais nié ce fait-là. Les Français disent qu'ils ont des preuves de l'attaque du 21 août. Montrez-les-nous, les preuves, d'accord ? Si ce sont des preuves comme quoi Bachar el-Assad a des armes chimiques, il n'a pas nié. Il en a, il le sait, mais il ne les a pas utilisées. Voilà. Alors, malgré le fait que les tractations diplomatiques battent leur plein, des manœuvres militaires ont déjà eu lieu au large des eaux territoriales syriennes. Donc, la rive est de la Méditerranée est depuis plusieurs semaines la destination des navires de guerre des forces en présence. Un véritable terrain de mine. Les États-Unis annoncent les premiers renforcements de leur présence militaire dans les eaux méditerranéennes. Donc 3 navires de guerre, des destroyers, ils croisent en temps normal. Depuis 2 semaines, ils sont au nombre de 5. Ces bâtiments de guerre sont pour la plupart des navires flexibles, lanceurs de missiles de croisière et des fameux Tomahawk. Voilà, alors on a une carte aussi qui montre un petit peu les emplacements des navires de guerre américains, français, russes. Bien évidemment, on n'a pas les positions des sous-marins, mais croyez-moi qu'ils se font face à face, ça fait assez peur, et on se dit que le premier qui craque et qui lance un missile, ça fait craquer toute la région. Donc on espère que ça va bien se passer. Voilà un petit peu pour la Syrie. Maintenant, on va passer aux informations sur le Pakistan. On va parler du Pakistan et de l'Afghanistan. On commence par le Pakistan avec une nouvelle attaque d'un drone US le 6 septembre dernier qui a tué un haut commandant d'un groupe armé lié à l'enlèvement de soldats américains et qui officiait dans la région tribale du Pakistan près de la frontière afghane. Alors cet homme s'appelle Sangin Zadran. Il était le commandant des opérations dans les zones tribales du Pakistan pour le réseau Haqqani, un groupe allié avec les talibans qui attaquent les forces américaines. Les États-Unis ont placé Zadran, 45 ans, sur la liste des terroristes mondiales en 2011. Donc Zadran est mort quand les drones ont tiré 2 missiles dans l'enceinte d'un village, le village de Darag Mandi, dans le nord Waziristan, détruisant une maison et tuant 7 personnes. Alors une source parmi les insurgés sur le terrain rapporte que les morts comprenaient également un commandant d'Al-Qaïda de 32 ans, qui était expert en explosifs, un ressortissant égyptien, 3 Jordaniens et 2 combattants locaux.
Voilà pour l'attaque des drones US sur le Pakistan. Alors moi, je savais pas que le Pakistan était en guerre avec les Américains. Donc de quel droit les Américains vont balancer des bombes avec des drones sur le Pakistan? Bon, écoutez, point d'interrogation. On parle de l'Afghanistan maintenant. Puisque ce matin même, donc le 13 septembre, une attaque a eu lieu contre le consulat américain à Herat. Alors au moins une personne a été tuée et 18 autres blessés lors de cette attaque ce vendredi matin par un groupe d'hommes armés contre le consulat américain de Herat dans l'ouest de l'Afghanistan. C'est ce qu'on a appris d'une source concordante. En tout cas, aucune victime américaine n'est à déplorer. Alors toujours sur le Pakistan, alors je ne sais pas si c'est à cause du bruit causé par les menaces d'une intervention militaire en Syrie, mais en tout cas, il y a eu un tournant pris par l'administration américaine concernant l'avenir de l'Afghanistan. Encore au printemps, l'Amérique menaçait l'intransigeant Hamid Karzai d'une option zéro, c'est-à-dire le retrait total de son pays des troupes de la coalition occidentale. Au début du mois de septembre, le retrait des troupes d'Afghanistan a été qualifié de terme incorrect. C'est Mark Milley, général américain et commandant adjoint des troupes de la coalition occidentale dans le pays, qui, lors d'une interview donnée au journal Stars and Traps, a rectifié la terminologie. Le mandat actuel de l'OTAN prend fin le 31 décembre 2014, mais il est suivi par une autre mission, Resolute Support, qui est déjà en train d'être planifiée. Et il a précisé « Nous avons reçu aucune instruction concernant le retrait des troupes. Nous comptons simplement changer notre objectif et restreindre le nombre d'effectifs et l'ampleur des opérations militaires. » Joseph Dunford, général américain et commandant de l'IFOR, a annoncé au Guardian les délais estimés de la prolongation de la mission. Selon lui, les structures des forces afghanes auront besoin de l'aide militaire étrangère pendant au moins encore 5 ans. Donc voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore avec les Américains, c'est super. Je pense que les Afghans ils doivent être contents. Alors l'Allemagne, l'Italie, la Turquie ont exprimé leur volonté de garder sur place quelques petits contingents. L'Allemagne est responsable du nord du pays et l'Italie de l'ouest. Le journal italien Manilo Dinucci a rapporté en 2010 que la CIA déployait dans le pays une armée de l'ombre, dont le but n'était pas seulement de recueillir des informations, mais aussi de mener des actions militaires. Et enfin, en juillet, les autorités américaines ont déclaré que la CIA avait l'intention de réduire le nombre de bases secrètes en Afghanistan à 6. Donc voilà, les Américains ne sont pas prêts de partir d'Afghanistan. Et une dernière information en ce qui concerne les informations internationales, elle concerne l'Union européenne et Israël, puisque une directive européenne prévoit d'interdire tout financement d'institutions israéliennes dans les territoires occupés. Alors ça a mis en colère, vraiment en colère, tout rouge Benjamin Netanyahou. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou, furieux que l'Union européenne ait récemment décidé de ne plus financer les institutions israéliennes opérant dans les territoires occupés, il a mobilisé des soutiens de poids, notamment en la personne du secrétaire d'État américain John Kerry. Et oui, de toute façon, Israël, États-Unis, on se soutient, il n'y a pas de problème. Alors John Kerry, qui est à Vilnius, a appelé ses homologues européens à repousser l'application de la directive contestée. Son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2014, a-t-il expliqué en substance, menace de faire échouer les négociations de paix israélo-palestiniennes qui, après 3 années d'interruption, viennent tout juste de démarrer. Bon, vous avez fait voir ça la semaine dernière. En fait, si vous voulez, les négociations de paix entre l'Israël et la Palestine, ça n'existe pas. Parce que les Israéliens n'ont aucun intérêt et n'ont aucune envie de faire la paix avec les Palestiniens, comme je vous l'ai montré, notamment en continuant d'annexer les territoires palestiniens, en continuant de détruire les maisons des Palestiniens, et puis aussi en tuant malheureusement des Palestiniens qui s'interposent. Saluée par les responsables palestiniens, la directive a déclenché un concert de critiques au sein de la coalition gouvernementale israélienne. Je cite, « Nous n'acceptons aucun diktat sur nos frontières », a protesté Benjamin Netanyahou. Tandis que le ministre de l'économie, Naftali Bennett, dénonçait, je cite, une attaque terroriste de l'Union européenne contre toutes les chances de paix. Voilà, c'est à cause de l'Union européenne. Si la paix ne vient pas, c'est à cause de l'Union européenne. On est des véritables terroristes. Voilà pour qui termine les infos internationales. On va parler de la France maintenant. On parle de la France maintenant, et comme je vous le disais en début de vidéo, on va parler de cette histoire de NSA qui a espionné le ministre des Affaires étrangères français. Alors, la NSA a surveillé le ministre des Affaires étrangères français selon un document interne consulté par Der Spiegel. Là, c'est un journal allemand. Ce document top secret, rédigé en juin 2010, révèle que l'agence de renseignement a été particulièrement intéressée par les ordinateurs des diplomates français.
Tous les ambassades et consulats du pays sont connectés avec le siège à Paris via un réseau privé virtuel, le VPN, qui est une technologie généralement considérée comme sûre. L'agence NSA a qualifié ce piratage de succès. Donc voilà, pour la NSA et pour le ministre des Affaires étrangères espionné, mais bon, ça n'empêche pas les Français de lécher les fesses des Américains au lieu de leur demander des explications. Autre information, puisqu'on est dans le piratage et puisqu'on est dans le renseignement, ça n'a pas grand chose à voir avec la France, mais quand même, je vais la donner maintenant, puisque l'iPhone 5S vient de sortir, l'iPhone 5S d'Apple. Et l'iPhone 5S est équipé d'un scanner biométrique. Alors en plein scandale de Prism, ce gadget suscite des inquiétudes auxquelles Apple a répondu, attention. Et oui, avec l'iPhone 5S, plus besoin de taper le code PIN pour déverrouiller le téléphone. Il suffit de poser son doigt sur le bouton d'accueil, désormais doté d'un lecteur d'empreintes biométriques. Une petite révolution selon Apple, ouais t'as raison. Cette signature digitale est stockée une fois chiffrée dans un espace dédié de la puce de téléphone. Et personne d'autre que le scanner d'Apple n'y a accès. Ces données ne sont jamais mises à disposition d'autres logiciels et ne sont jamais stockées sur les serveurs d'Apple ni sauvegardées sur iCloud, selon la firme américaine. Alors avec tout ce qui vient de se passer avec Prism, les renseignements, l'espionnage, etc., qui peut encore gober ces histoires? Enfin, bon, écoutez, pour ceux qui veulent aller acheter l'iPhone 5S, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, on continue, on revient sur les affaires françaises cette fois-ci, et cette histoire du consulat français à Jérusalem, une histoire incroyable. Un employé de l'État français a été pris en flagrant délit de trafic d'or et de tabac entre la Jordanie et Israël. Les douaniers israéliens, qui officient à LNB, le point de passage entre la Jordanie et la Cisjordanie, ont interpellé le 3 septembre dernier un employé français du consulat de France à Jérusalem alors qu'il transportait à bord d'un véhicule consulaire pourvu de plaques diplomatiques un chargement de 152 kilos d'or, des chèques pour une valeur de près de 2 millions de dollars et des centaines de téléphones cellulaires, ainsi que 500 kilos de tabac. Donc voilà, une affaire incroyable dont on n'a pas trop entendu parler dans les médias, et j'espère que l'enquête nous dira qui était à l'origine de ce trafic et surtout à qui était destiné tout ce matériel. Voilà. Et encore une information en ce qui concerne la France, et cette fois-ci elle concerne les suicides, puisque le gouvernement a créé un observatoire national du suicide. Ah bah oui, avec tous les suicides qu'on a eu ces derniers temps, cette dernière année avec la crise, etc., le nombre de gens qui se sont immolés, il était un peu temps. Enfin, alors, je lis. Une personne se suicide toutes les 50 minutes en France, soit 11 000 décès par an, selon les chiffres du ministère de la Santé, ce qui est 3 fois plus que les accidents de la route. C'est parce que dans le pays, la réalité du suicide est encore mal connue, qu'il reste un sujet tabou, avec des informations mal coordonnées, voire insuffisantes. Ouais, c'est pas vraiment ça en fait, hein. Ça c'est ce que dit la ministre Marisol Touraine, mais bon, écoutez, avec la crise on en a vu des suicides, hein. Il suffisait d'en parler à la télé, hein. Bon, on n'en a pas vu, bon bref. Je continue. Les plus de 65 ans représentent 25% de la population française, mais 30% des suicides. Et il y a 4 fois plus de suicides chez les plus de 85 ans que dans le reste de la population. Ça, c'est quand même incroyable comme information. Par ailleurs, il faut redire sans cesse que le suicide est la première cause de décès chez les 25-34 ans et la deuxième chez les jeunes de 15-24 ans. Ça a souligné le ministre, qui rappelle aussi les 220 000 tentatives de suicide tous les ans. Waouh. Globalement, l'Hexagone affiche un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, avec 14,7 pour 100 000 habitants en France métropolitaine, contre 9,9 en Allemagne, 6,4 en Royaume-Uni. Près d'un actif français sur 3, soit 27%, a déjà pensé au suicide. On attaque maintenant la partie économie. On va faire le tour de l'Europe, on va même aller jusqu'aux États-Unis, et on va parler dans un premier temps de Chypre, puisque Chypre est placé sous la supervision d'un ex-cadre de la banque Lehman. Je pense que les Chypriotes vont être contents. Donc voilà, donc il s'appelle Vincenzo Guzzo. Voilà, et il travaille depuis 4 ans au FMI après être passé par des banques américaines comme Lehman, comme Morgan Stanley ou comme Merrill Lynch. Avant l'octroi, vendredi par l'Eurogroupe, d'une nouvelle tranche d'aide d'1,5 milliard d'euros, la Commission européenne va de son côté publier un rapport d'étape. On y découvre que le programme d'ajustement économique est sur la bonne voie. Ah ouais, ils sont sur la bonne voie les Chypriotes. Pourtant, les privatisations, les hausses d'impôts, les licenciements et les contrôles des capitaux ont accentué la récession au deuxième trimestre avec une contraction de près de 6% du PIB. Le taux de chômage atteint un niveau jamais vu
à plus de 17%. Donc voilà pour Chypre. On va passer maintenant au Portugal. Le Portugal qui demande un nouvel assouplissement de son objectif de déficit pour 2014. Le gouvernement portugais a demandé à ses créanciers internationaux, donc l'Union européenne, la BCE, le FMI, un nouvel assouplissement de son objectif de déficit public pour l'année prochaine à 4,5% du PIB contre un objectif de 4% fixé actuellement. La Troïka a déjà assoupli à 2 reprises les objectifs budgétaires du Portugal. Actuellement, le gouvernement est tenu de ramener le déficit budgétaire, qui a atteint 6,4% du PIB en 2012, à 5,5% à la fin de l'année et à 4% l'année prochaine. Alors la ministre des Finances Maria Luís Albuquerque a déclaré « Objectivement, il y a une amélioration significative par rapport au premier trimestre, ce qui nous place dans la trajectoire correcte pour atteindre l'objectif fixé pour cette année. » C'est vrai qu'ils sont sur la bonne voie les Portugais, c'est clair, vous allez le voir dans la news suivante. Je continue. Le Portugal s'était engagé à assainir ses finances et à réformer son économie en échange d'une aide de 78 milliards d'euros sur 3 ans accordée en mai 2011 par l'Union européenne et le FMI. Donc 78 milliards plutôt. Il va falloir les rembourser, ça va pas être facile. Et donc la news suivante, toujours sur le Portugal, la crise a aggravé les carences alimentaires au Portugal. Les mesures d'austérité au Portugal, pays sous assistance financière internationale, ont aggravé la pauvreté et les carences alimentaires. Je cite, « Beaucoup de foyers ont perdu leur allocation familiale et la hausse des impôts, notamment de la TVA, a grévé le budget des Portugais, ce qui a contribué à augmenter le recours aux banques alimentaires. Environ 2 millions de personnes au Portugal vivent dans la pauvreté. La situation a empiré. Beaucoup de familles ne mangent pas à leur faim. » Donc voilà, c'est vrai que le Portugal est sur la bonne voie apparemment. On continue. Alors cette fois-ci, on va parler un petit peu des 3 pays. On va parler de la Grèce, on va parler de l'Espagne et même de l'Italie. Alors, on parle de la Grèce d'abord, puisqu'on a appris que l'Union européenne s'inquiète du retard pris par le programme de privatisation des biens publics grecs. Ah oui. Donc, l'Union européenne envisage de délocaliser la gestion de ce programme dans une holding au Luxembourg. Waouh. L'Italie a mis en vente certains de ses palais vénitiens, de ses casernes, de ses couvents, ou même quelques-uns de ses phares situés près des plages de rêve sardes. Ok. Et Le Monde révèle que l'Espagne cherche elle aussi à revendre un quart de son patrimoine public. Un quart. Les 15 000 propriétés à vendre peuvent être des terrains situés à proximité des chemins de fer, des autoroutes, des bâtiments historiques des grandes villes espagnoles, mais on trouve également un certain nombre de parcs naturels protégés. Voilà pour tous ces pays européens. On va parler maintenant de la France, bien sûr, parce que nous, on n'est pas en reste. La production industrielle a encore reculé de 0,6% en France en juillet par rapport au mois précédent, après avoir déjà chuté de 1,4% en juin, selon l'INSEE. Donc sont le plus touchés l'automobile, les matériaux de transport, le raffinage, etc. Voilà pour la production industrielle en France qui continue de dégringoler. Alors, selon la Banque de France, les défaillances d'entreprises, on va parler des défaillances d'entreprises. Les défaillances d'entreprises ont bondi de 4,7% en juin sur un an. Alors, 4,5%, donc de juin 2012 à juin 2013. Donc, ces défaillances d'entreprises, on les compte à 61 758. La société de conseil Altares indiquait alors que le nombre de défaillances avait bondi de 9,4% en un an. Au deuxième trimestre, malgré un rebond de 0,5% du PIB sur la même période. Il conclut en disant que si cette tendance se prolonge, le triste record atteint en 2009 dans la foulée de la crise bancaire et financière pourrait potentiellement être battu cette année. On continue et on va parler de la pauvreté qui s'installe en Europe du coup, bien évidemment, puisque quelques 10 millions de personnes supplémentaires risquent de tomber dans la pauvreté en raison des politiques de rigueur, selon l'association Oxfam qui a fait une étude et qui prévoit qu'en 2025, en Europe, si les politiques de rigueur continuent, près de 25 millions de gens seront pauvres au sein de l'Union européenne. On va maintenant parler des États-Unis un petit peu quand même, puisque le mois dernier, le taux de chômage est descendu à 7,3%. Super résultat pour Barack Obama. Mais, dans le même temps, on apprend que dans le secteur privé, 278 000 postes ont été supprimés. Donc, le journaliste se demande comment, par magie, on peut avoir 270 000 postes supprimés dans le privé et en même temps avoir un taux de chômage qui descend à 7,3%.
La réponse, elle est simple. 500 000 travailleurs américains ont disparu. Ils ont été rayés des listes des travailleurs américains. Voilà. Donc résultat des courses, voilà comment on trafique les chiffres. Toujours sur les États-Unis, l'Amérique encore plus inégale sous Obama. Ça, c'est une étude française. On va pas se faire des copains aux États-Unis, attention. Une étude française très remarquée montre que les 1% les plus riches ont reçu 95% des gains de la reprise depuis 2009. Un économiste français, Emmanuel Seiz, vient de publier une note de travail sur l'évolution des hauts revenus aux États-Unis durant la reprise qui a suivi la grande récession de 2007-2009. Elle souligne que les 1% les plus riches aux États-Unis ont capturé 95% des gains en revenus durant les 3 années de leur démarrage de l'économie américaine de 2009 à 2012. Tandis que durant cette même période, les gains des 99% d'Américains progressaient de seulement 0,4%. Ceux des 1% les plus riches, elles, se sont accrus de 31,4%. Une étude, alors, pour l'économiste André Orléans, l'économiste français, la finance dérégulée nous condamne au krach. Pour lui, dans un univers boursier par essence spéculatif, la transparence ne sert à rien. Le seul moyen d'éviter les crises à répétition engendrées par les bulles est de définanciariser l'économie. Et enfin, on va terminer ces infos économie avec une bonne nouvelle, puisque là, on a eu quand même un flot de mauvaises nouvelles, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en France. On va terminer par une excellente nouvelle. Mais malheureusement, c'est pas pour vous. Puisque 14 000 milliards de dollars, c'est ce que pèsent les biens détenus par les grands fonds souverains et les principaux fonds de retraite des entreprises des États. Et eux, par contre, attention, en 2012, leur encours total a grimpé de 9,8%. 9,8% l'an dernier. Pour atteindre donc la somme record de 14 000 milliards de dollars. Un chiffre bien plus élevé qu'en 2011 où la hausse était seulement de 2%. Donc une nouvelle progression des fonds de pension qui s'explique par la bonne performance des marchés financiers. Donc voilà, on a maintenu les marchés financiers à flot avec tous les billets qui ont été imprimés aux États-Unis, en Angleterre, au Japon. Donc la bourse, elle s'est maintenue. On a bien vu le CAC 40 qui est à peu près à 4100 points aujourd'hui, alors que si vous voulez, comme on a vu tout à l'heure, les industriels sont dans le noir le plus complet, mais bon, la bourse est en haut. Donc voilà, les fonds de pension, eux, ils ont eu plus 9,8% l'année dernière. Ils se sont fait de l'argent. On attaque la partie santé et environnement maintenant, et on va parler du tremblement de terre qui a eu lieu près de la centrale nucléaire de Siwo dans la Vienne. Le tremblement de terre de magnitude 3,1 sur une échelle de 8 quand même, donc c'est pas anodin, dont l'épicentre se situe à proximité de la centrale nucléaire de Siwo dans la Vienne, a été ressenti le 9 septembre au soir sans faire de dégâts. Le tremblement de terre n'a eu aucun impact, aucune incidence, a indiqué la direction. Et les 2 réacteurs ont continué à fonctionner normalement. La plus forte secousse de 4,1 sur l'échelle de Richter avait été enregistrée en juillet 2010 au sud de Poitiers. Autre affaire, toujours, on va parler du radioactif toujours, c'est l'affaire des gravats radioactifs, puisque EDF et le directeur de la centrale du Bugey ont été condamnés. Petit rappel des faits, le 9 août 2011, 60 kg de boue radioactive avaient été déposés par erreur dans la décharge de Pérouge, dans l'Ain. Aucun des garde-fous, qui auraient dû empêcher les matières radioactives de franchir les limites du site de la centrale nucléaire du Bugey, n'avait fonctionné. Aujourd'hui, le jugement a été rendu et Alain Litodon, qui est donc le directeur de la centrale du Bugey, a été condamné à 1 500 € d'amende. Mais bon, l'enquête ne dit pas si toutes les boues radioactives ont été récupérées à Pérouge. On continue et on va parler d'une étude du ministère du Travail qui porte sur l'année 2010 et qui dit qu'un Français sur 10 a été exposé à un produit cancérogène en 2010. Donc en 2010, 10% des salariés, soit près de 2,2 millions de personnes, ont été exposés à au moins un produit chimique cancérogène dans la semaine écoulée. 38% des expositions ont été de durée et ou d'intensité importante. 46% des expositions ont duré moins de 2 heures. 23 ont dépassé 10 heures par semaine. Les cancérogènes les plus souvent cités sont les gaz d'échappement diesel, les huiles minérales entières, les poussières de bois et la silice cristalline. Viennent ensuite le tricholéthylène, le formaldéhyde, les goudrons de houille et le bitume et l'amiante. Par secteur, la construction est la plus touchée, avec 31,9% des salariés exposés devant l'industrie, 17,7%, l'agriculture, 13,5%, et le tertiaire, 6,4%. Les domaines professionnels les plus concernés sont la maintenance, 42,6%, et le BTP, 32%.
Et on termine cette vidéo et ces infos santé environnement avec le McDonald's qui s'attaque aux 4 heures des enfants, puisque McDonald's, depuis le 11 septembre, maintenant a lancé le menu McCafé, voilà, dans les McDonald's de France. Donc le McCafé, alors c'est une petite baguette fourrée d'une barre au chocolat Milka accompagnée d'une orangeade au sirop de fraise. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, le goûter est aussi disponible en version américaine. Donc c'est cookies et boissons chaudes. Alors qu'est-ce que pensent les gens et qu'est-ce que pensent les diététiciens de ce menu McCafé? Le chocolat n'est pas du tout interdit, mais il ne faut pas le considérer comme un produit laitier. Il s'agit surtout d'un produit gras et sucré, indiquent les spécialistes. Quant à l'orangeade, elle a beau se référer à l'orange, elle ne contient pas de fruits. C'est juste une boisson sucrée. Donc voilà pour le McDonald's qui s'attaque aux 4 heures de nos enfants. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, c'est terminé pour ces infos. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, parce que je vais changer d'opérateur internet. Je vais tout changer, donc je risque d'être coupé du monde ou coupé d'internet pendant au moins, je sais pas, un jour, 2 heures, une journée. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc pour plus de sûreté, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines sûres. D'ici là, restez bien informés. N'oubliez pas d'aller consulter le site info-lib.fr dans lequel je mets toutes les informations. Tous les liens de cette vidéo sont bien sûr consultables sur le site info-lib.fr. Continuez de soutenir Info Libre parce qu'on veut devenir gros, très très gros. Voilà. Restez bien informés. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao.